Je vous propose de continuer à parler à cette attention qu'il faut porter aux vivants. C'est le titre d'un ouvrage qui a été publié aux éditions de l'Observatoire, celui de Tatiana Giraud, directrice de recherche CNRS, membre également de l'Académie des sciences et professeure invitée de la chaire annuelle biodiversité. Et elle nous met en garde par rapport à cette importance de regarder de très près le vivant, de faire attention à chaque action qu'on va faire pour ne pas provoquer plus de mal que de bien. Je vous propose de l'écouter. La biodiversité, souvent on en a une image assez fausse. Quand on parle de biodiversité, on imagine des gros mammifères, des tigres, des lions, des baleines, si on a de la chance, quelques jolies plantes. Et c'est une vision fausse pour plein de raisons. Déjà parce que ça oublie tous les micro-organismes, les champignons, les bactéries, qui forment en fait la plupart des êtres vivants sur Terre, et qui sont essentiels au bon fonctionnement de tous les écosystèmes. Et surtout, c'est une vision un peu fixe de la biodiversité, un peu comme une collection de timbres. Alors qu'en fait, la biodiversité, une meilleure image, ça serait en fait un vélo. La biodiversité, c'est un équilibre dynamique. C'est-à-dire que les espèces, pour se maintenir, les populations, il faut qu'elles évoluent, qu'elles s'adaptent à leur environnement qui n'arrête pas de changer. Alors en particulier avec le réchauffement climatique par exemple, mais l'environnement a toujours changé et surtout les autres espèces évoluent. À vélo, on tient en équilibre parce qu'on roule, parce qu'on avance. Et la biodiversité, si elle est plus capable de s'adapter, parce qu'elle a plus d'habitat, parce qu'elle a plus de diversité génétique, elle tombe, pareil, elle s'effondre. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc vous dites la biodiversité, c'est pas forcément les gros mammifères, tout ça. C'est quoi alors exactement? Il y a 3 grands domaines du vivant. Il y a 2 domaines de bactéries, très différents entre eux et aussi différents entre eux que ce qu'on appelle les eucaryotes avec les plantes, les animaux, les champignons. Et même au sein de ces eucaryotes, il y a plein de micro-organismes dont on ne connaît pas la plupart. Et donc, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ils sont en interaction dans un écosystème. Une forêt, c'est pas juste des arbres comme ça plantés les uns à côté des autres. Ils ont besoin de champignons pour pousser. 70% des espèces d'arbres peuvent pas pousser sans un champignon symbiotique qui va leur chercher l'eau et les minéraux loin dans le sol. Ils peuvent pas survivre non plus sans les oiseaux qui dispersent leurs graines, les champignons qui recyclent la matière organique pour refaire de l'humus pour les nouveaux arbres. Donc c'est vraiment une interaction entre tous les organismes et qui évolue sans cesse. En quoi est-ce que la biodiversité, elle nous concerne, nous, en tant qu'êtres humains? On tire de la biodiversité un grand nombre de services écosystémiques, c'est-à-dire c'est des services vraiment qu'on tire de la biodiversité et sans lequel on ne peut pas survivre. Donc l'IPBES, c'est un peu l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, c'est une plateforme intergouvernementale donc, qui recense des études scientifiques et qui a documenté à la fois l'effondrement de la biodiversité et les services qu'elle nous rend. Et donc l'IPBES a classé ces services en différentes catégories, par exemple l'approvisionnement, le fait qu'on pêche, qu'on prenne du bois, les ressources directes, mais aussi plein de services de régulation, par exemple de nous fournir de l'eau pure, de prévenir des épidémies, de prévenir des inondations. On se rend bien compte qu'il y a de plus en plus d'inondations, de sécheresses, et on a bien compris que c'était le dérèglement climatique, mais pas seulement. C'est aussi parce qu'on a fait disparaître plein de zones humides, plein de zones de biodiversité qui aidaient à tamponner contre les périodes de trop d'eau ou de pas assez d'eau. Comme des mangroves, des choses comme ça. Exactement, les tourbières, toutes ces zones humides qui disparaissent, et ça accentue beaucoup toutes les conséquences du réchauffement climatique. Il y a aussi donc un service écosystémique qu'on commence à connaître bien, c'est la pollinisation. C'est le fait que les petits insectes transportent le pollen des fleurs mâles aux fleurs femelles qui leur permettent de faire des graines. Donc ça, par exemple, pour les cultures, près d'un tiers de nos cultures, on ne pourrait pas les cultiver sans pollinisateurs. Vous avez effectué aussi de nombreux travaux donc, sur le roquefort, il me semble, et sur aussi les pesticides et les nouveaux OGM. Qu'est-ce que vous avez découvert en faisant ces travaux? Donc effectivement, j'ai travaillé sur les moisissures qu'on utilise pour affiner le camembert et le roquefort. Donc le bleu dans le roquefort, c'est une moisissure, un champignon qui produit des spores bleues et donc qui aide à transformer le lait en fromage et à développer des arômes. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que, un peu comme sur toutes les cultures, il y a une période où donc l'être humain a domestiqué les êtres vivants, il les a vraiment fait évoluer. Par exemple le maïs, on sait que depuis la théocinthe, l'espèce sauvage qui avait des graines toutes petites, très dures,
à force de sélectionner, de choisir les individus qui avaient les plus gros grains, qui restaient sur l'épi, on a vraiment changé la plante drastiquement. On a fait pareil pour les moisissures du fromage. Il y a eu la domestication, ça s'est fait en plusieurs étapes. Donc il y a eu une période où dans plein de régions du monde, les êtres humains ont sélectionné différentes variétés, adaptées localement. Ça c'était vrai pour le maïs, mais aussi les fromages bleus. Et récemment, on s'est aperçu qu'il y avait une perte énorme de diversité aussi dans les plantes ou les moisissures qu'on cultive. Et par exemple, tous les fromages bleus du monde entier sont faits à partir d'une seule lignée clonale de moisissures. Il n'y a plus aucune diversité génétique. Tout le monde utilise exactement la même souche. À part à Roquefort, où l'AOP a protégé un peu la diversité et où il reste un peu plus de diversité parce qu'on est obligé d'utiliser les souches locales pour faire de l'AOP. C'est quoi tous les impacts, par exemple, de cette sélection génétique qui s'est faite au niveau de l'agriculture, par exemple? C'est quoi les conséquences qu'on observe aujourd'hui? La sélection pour créer des variétés, c'était une bonne chose. Ça a créé plein de variétés adaptées à différentes conditions. Ça a créé plein de ressources génétiques. Le problème, c'est qu'il y a eu plus récemment une sélection beaucoup plus forte qui a appauvri la diversité qui est plantée. Donc, par exemple, on va planter sur des hectares et des hectares une même variété. Et le problème, c'est que si vous avez un énorme environnement hyper homogène avec exactement la même ressource génétique, les pathogènes, par exemple les champignons pathogènes qui peuvent vraiment causer des graves dégâts sur les cultures, ils ont une pression de sélection énorme pour s'adapter. C'est-à-dire qu'ils déversent, eux, des milliards de spores. Il y aura un mutant forcément qui sera adapté à cette variété-là et qui va se répandre d'une façon fulgurante. Alors que si on a plus de variétés, un paysage plus hétérogène, ça va protéger contre ces épidémies. Cet appauvrissement de la biodiversité, elle affecte l'agriculture, mais pas que, aussi tout ce qui est produit pharmaceutique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Un autre service écosystémique qu'on tire de la biodiversité, c'est toutes ces ressources pharmacologiques. C'est-à-dire que tous nos médicaments, ils viennent de la biodiversité. On n'a rien inventé. La pénicilline, c'est une molécule que produit le champignon pour tuer ses compétiteurs autour, les bactéries qui l'embêtent. En 2021, on a découvert un nouvel antidouleur dans une plante en Polynésie que les populations locales utilisaient qui est même plus puissant que l'ibuprofène. Dans les venins, il y a plein de molécules évidemment actives biologiquement. Si c'est toxique sur les êtres vivants, ça fait des effets biologiques. Et on peut s'en servir pour faire des médicaments. Et on a fait des antidiabétiques, des anticancéreux. Dans la pervenche de Madagascar aussi un anticancéreux. Donc on ne sait pas dans quelle plante on aura besoin d'un médicament demain qui nous sera indispensable pour une nouvelle pandémie, quoi. Quelles sont peut-être les plus grandes menaces aujourd'hui contre la biodiversité? La destruction d'habitats. Donc évidemment, si vous déforestez à la moitié de l'Amazonie, donc il y a tous les arbres qui disparaissent, mais aussi tous les oiseaux associés, tous les insectes associés, tous les micro-organismes. Donc, et surtout, ils ne peuvent pas se régénérer. Parce qu'on peut se dire, il y a toujours eu des espèces qui ont disparu, mais elles se sont régénérées. Il y a eu la 5e extinction au Crétacé, les dinosaures ont disparu, les 3/4 des espèces ont disparu, mais il y en a d'autres qui ont réapparu. La biodiversité qui va disparaître chez les mammifères dans les 5 prochaines décennies, il faudrait 10 millions d'années pour qu'elle se reforme. Donc c'est pas à l'échelle humaine que ça va se reformer. Il y a les pesticides, évidemment, donc ça a un impact énorme puisque ça tue tout ce qu'il y a, ça se répand dans l'eau, c'est dans les plantes, donc c'est extrêmement toxique et ça fait chuter les populations d'insectes et donc les populations d'oiseaux, etc. Il y a la surexploitation. Par exemple, c'est un gros problème dans la mer. On est en train vraiment de vider les mers de leur vie. La surpêche, par exemple. La surpêche, notamment, oui, et de plus en plus agressive et invasive, parce que donc, dans les années 60, on avait un peu épuisé les poissons de surface. Donc, on s'est mis à faire de la pêche au chalut en grattant les grands fonds, mais on gratte tout, on ramène tout. Et par exemple, 70% de la Manche est comme ça raclée au moins une fois, et 20% des zones où on passe 10 fois. Donc la biodiversité n'a pas le temps de se régénérer. Alors concrètement, c'est quoi la solution? Parce que vous avez décrit ce cercle vicieux. On sait qu'aujourd'hui, on a aussi utilisé des pesticides pour se prémunir justement de certaines maladies aussi. Comment on en sort? Si vous aviez peut-être des conseils à donner, comment vous voyez les choses? Par quoi on commence? Donc, justement, ça aide de comprendre cet équilibre de la biodiversité, comment il fonctionne, et se dire, c'est ça qu'il faut maintenir.
c'est l'équilibre globalement. Les écosystèmes fonctionnent très bien. Et donc, c'est ce qu'on appelle maintenant les solutions fondées sur la nature. C'est-à-dire, on a des épidémies, on regarde comment la biodiversité protège ces épidémies. Il y a une étude qui vient de sortir au Brésil qui montre que quand on laisse, par exemple, on introduit des prairies fleuries pour faire venir des insectes qui mangent nos ravageurs des cultures, ils peuvent supprimer jusqu'à 3/4 des ravageurs. Pour lutter contre la sécheresse, on sait que les zones humides sont très efficaces. Pour absorber le carbone, pareil, les zones humides sont extrêmement plus efficaces même que les forêts. Donc il y a plein de solutions fondées sur la nature. En observant la biodiversité, en comprenant les équilibres, il y a plein de solutions. Donc c'est du biomimétisme des systèmes. Oui. On s'inspire vraiment du fonctionnement même de la nature qui se révèle finalement peut-être être le plus efficace. Oui, il y a eu des sélections pendant des millions d'années pour arriver à un système très efficace. Vous dites qu'il faut d'abord comprendre l'importance de la biodiversité pour ensuite pouvoir contribuer, peut-être à son échelle d'abord, dans un premier temps, à un engagement dans ce sens, à un engagement écologique. Est-ce que vous pensez justement que ça commence par un engagement individuel ? Toutes les échelles comptent, mais c'est vrai que l'échelle individuelle n'est pas du tout négligeable. Et si les individus abandonnent, globalement, tout le monde abandonne et le système politique abandonne parce que le système politique fait ce que les individus pensent est important. Et l'échelle individuelle est aussi essentielle. Par exemple, ne serait-ce que si on en revient à l'agriculture, 70% des surfaces actuellement occupées par agricoles en France servent à nourrir le bétail. Donc si soi-même on réduit, par exemple, ne serait-ce que réduire sa consommation de viande de la moitié, ça a un impact énorme. Ou acheter bio, soutenir la filière bio, ça réduit les pesticides. Et ça montre que les citoyens trouvent que c'est important et donc ça va impacter aussi les politiques. On a l'impression qu'il y a quand même un effet papillon constant qu'on ne pourra pas toujours prévoir finalement dans chacune de nos actions. La biodiversité, c'est un équilibre dynamique, les écosystèmes, c'est des interactions entre plein d'espèces, ce qui fait qu'effectivement, on a vraiment du mal à prédire à partir de quel moment il va y avoir un vrai problème. Donc il y a une analogie qui est souvent prise, qui est un peu les rivets d'un avion. C'est-à-dire que un avion, il tient, différentes tôles sont assemblées avec des petits clous, des rivets. On peut imaginer que c'est un peu les rivets, c'est les espèces qui tiennent globalement l'écosystème. Et on peut enlever quelques rivets, l'avion tient toujours, jusqu'à un moment, et on ne sait pas lequel, à un moment, un rivet va sauter et tout explose. Et c'est exactement ça dans les écosystèmes, où on pense on documente qu'il y a des effets point de bascule. C'est-à-dire que, par exemple, pour la pollinisation, on a plein d'espèces de pollinisateurs, on peut en perdre quelques-uns, mais on maintient le service, la pollinisation, jusqu'à un moment où on a perdu une espèce, c'est un point de bascule, plus rien fonctionne, et on ne peut pas revenir en arrière puisque les espèces ont disparu. Merci beaucoup, Tatiana Giraud. Merci à vous.